North right clamp, south fox, H top pass, 38 top gun BXP sweat. Let's go. First punt today. And it's a big one. Wow! Salut à tous et bienvenue chez le Punter pour un nouvel épisode. Alors on a eu à nouveau un superbe week-end de football, autant en NFL qu'en NCAA, le football universitaire. Donc on a beaucoup de choses à commenter, à analyser aujourd'hui, des matchs, des joueurs, des actions. Vous connaissez le format. On rentre à peine dans le deuxième mois de compétition et en NFL, toutes les équipes ont perdu au moins un match. Beaucoup à dire aujourd'hui, comme j'ai dit, ne perdons pas de temps, c'est parti. Alors commençons avec les tops et les flops. Le premier top, c'était jeudi soir. C'est la victoire des 49ers. Une semaine après leur défaite à domicile face aux Jaguars, ils se reprenaient. Et pourtant, la liste d'absence était longue. Privé de Nick Bosa, le pass rusher, Ayuk, le receveur, qui est un absent de longue date. Dans la semaine, ils ont perdu Brock Purdy, Jennings, Ricky Pearsall. Ils trouvaient pourtant les ressources pour renverser les Rams et se reprendre donc après la défaite, comme j'ai dit, contre les Jaguars. Mac Jones, qui était titulaire une nouvelle fois au poste de quarterback. Un guerrier, il a été énorme. Il a été saqué, plaqué de partout. À la fin du match, il pouvait à peine bouger, mais il a fait une superbe rencontre, 300 yards, plein de touchdowns, bref. Bon, après, c'est vrai qu'il y a eu un peu de chance. Les 4 points ratés par le buteur Carty, vous savez, le coup de pied de précision, le coup de pied de conversion. Après, dans la prolongation, il y a son coup d'envoi raté, ce qui donnait la balle aux 49ers dans les 40 yards, dans leurs 40 yards, qui se terminait par les 3 points qui leur donnaient la victoire. Mais bref, ils ont su, comme j'ai dit, les 49ers ont su trouver les ressources. Bourne, le vétéran receveur qui a un NFL depuis 10 ans, il a été très bon. Ça a été la meilleure cible. Avec Christian McCaffrey, de retour. Peut-être pas à 100%, mais pas loin en tout cas. Il était partout. Il était au sol, il était à réception. Il revient en forme au très bon moment. Les 49ers ont vraiment besoin de lui et ça fait plaisir de le revoir à ce niveau. Donc, superbe victoire des 49ers. Nouvelle-Orléans, les New Orleans Saints, la plus française des franchises américaines. Première victoire cette saison et première victoire de l'ère Kellen Moore, le nouvel entraîneur. Et comme c'est une première pour tout, c'est aussi la toute première victoire en NFL pour le quarterback Spencer Rattler. L'an dernier, il est devenu titulaire pendant la saison, vu que Derek Carr était blessé de longue date, mais il n'avait jamais gagné un seul match. Il n'avait que des défaites, 7 ou 8 défaites, je crois. Là, New Orleans gagne contre New York, et Spencer Rattler a été très bon dans ce match. Sans doute sa meilleure prestation depuis qu'il est arrivé en NFL. Spencer Rattler, c'est sa deuxième saison, donc il venait de l'université de South Carolina. Mais avant ça, il était à Oklahoma. Et on sait qu'Oklahoma, ces dernières saisons, depuis toujours, ils ont eu beaucoup de quarterbacks qui sont aujourd'hui en NFL. On a Caleb Williams qui est passé par Oklahoma, Jalen Hurts, Spencer Rattler, Baker Mayfield, et il y en a 2 autres que j'oublie. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir Rattler faire un bon match et porter New Orleans jusqu'à la victoire. Après, on a vu que les New Orleans Saints, ils ont un effectif vieillissant, ils ont des problèmes avec le salary cap, la limite salariale, ils sont au-dessus, donc c'est difficile pour eux de signer des joueurs pendant la free agency. Ils doivent se reposer sur les Demario Davis, Cam Jordan, Alvin Kamara, des joueurs vétérans qui ont passé la trentaine depuis longtemps. Mais ils sont toujours là pour, en fait, on va dire, pour accompagner ces jeunes joueurs, les Spencer Rattler, mais aussi il y a Fashanu et il y a Kevin Banks, les 2 tackles. Ils ont plusieurs bons joueurs. Ils ont Kool-Aid McKinstry, le défenseur venu d'Alabama la saison dernière et qui a intercepté un lancer de Jackson Dart. Bref, une belle victoire pour New Orleans, surtout face à des New York Giants qui venaient d'une première victoire face aux Chargers. Les Giants qui commençaient très bien le match, puis se sont fait étouffer, complètement éteindre par les Saints.
Un autre top, c'est pas une équipe, c'est un nom, et retenez bien ce nom. Emeka Egbuka. Alors, lors de la draft en avril dernier, les Tampa Bay Buccaneers, ils investissaient leur premier choix de draft sur ce joueur, Egbuka, qui est un receveur, qui vient de Ohio State, et l'objectif pour eux, c'était de remplacer, ou à moyen terme, ou de suppléer les vieillissants Mike Evans et Chris Godwin. Sauf que personne n'imaginait, même eux à Tampa, je crois, que Egbuka allait devenir le receveur numéro 1 en si peu de matchs. Dès les premiers matchs, c'est devenu le meilleur receveur de cette équipe. Et quel joueur, venu, comme j'ai dit, de l'université qui fabrique les receveurs. Ohio State, pensons à, il y a Chris Olave chez les Saints, il y a Jackson Smith-Njigba à Seattle, il y a Marvin Harrison Jr., le fils d'eux, qui est à Arizona. Dans un futur proche, il va y avoir un autre qui arrive, qui est excellent, qui me rappelle Randy Moss, c'est Jeremiah Smith. Retenez ce nom. Il est dans la course pour le trophée Heisman cette année. Un excellent joueur. Bref, revenons à Egbuka. Excellent. En très peu de matchs, il s'est imposé comme le receveur numéro 1. Et c'est un serial killer. C'est un serial killer, c'est un pichichi, c'est, appelez-le comme vous voulez. Le gars, c'est 5 matchs, 5 touchdowns. C'est tout. Un joueur excellent et déjà candidat au titre de rookie offensif de l'année. Passons au flop, et là il faut qu'on en parle. La seule équipe qui n'a toujours pas gagné de match, les New York Jets. Quel est le problème? Ils ont tout changé. Ah mais ils ont tout changé. Ils ont surtout changé le staff, le manager général, ils ont un nouvel entraîneur, Aaron Glenn, qui venait de Détroit, qui était le coordinateur de la défense. C'est un entraîneur à vocation défensive. Sur le papier, les Jets, ils ont une des meilleures unités défensives de la NFL et pourtant, ils encaissent beaucoup de points. Encore ce dimanche contre Dallas, ils laissaient 380 yards aux Cowboys. Regardez le coureur, Javante Williams, à lui tout seul, il parcourait 165 yards et cassant au passage 7 plaquages. Il y a un gros problème, clairement, face au jeu au sol aussi, mais aussi dans l'arrière-garde. Le marquage est pas bon, la technique de plaquage est pas bonne, et une stat incroyable, en 5 matchs, ils n'ont pas réussi à récupérer un seul ballon à défense. Aucun fumble de provoqué, aucune interception, aucun turnover, c'est terrible, c'est absolument terrible. Et comme j'ai dit, c'était considéré une force. Regardez sur le papier, ils ont le cornerback All-Pro, Sauce Gardner, qui vient de re-signer à l'intersaison pour je sais pas combien d'années. Ils ont le edge rush Keenan Williams, qui est un monstre dans les tranchées. Mais il y a un problème, parce que sur le terrain, tout ce que cette défense promet sur le papier, on le voit pas. Donc il y a forcément un problème. Je pense pas que Aaron Glenn soit le problème déjà, mais il va falloir qu'il change quelque chose parce que sur le papier, cette équipe n'est pas la pire équipe de NFL. Et ça, on l'a pas vu venir, c'est Arizona. La défaite inexplicable contre les Titans. Alors beaucoup vont dire que Cam Ward pour les Titans c'est enfin réveillé. Il a lancé plusieurs ballons incroyables. Il y a une bombe de 45 yards pour Calvin Ridley, qui est une superbe passe magnifique. Après ce sont bien les Cardinals qui ont perdu ce match, plus que les Titans qui le gagnaient, d'accord? Les Cardinals, ils étaient archi dominateurs en début de match. Pendant 3 quarts temps, ils ont complètement dominé le match. Et puis, dans le 4e quart-temps, ils s'endormaient complètement. Il laissait Tennessee revenir au score petit à petit, puis il l'emportait à la dernière seconde sur un coup de pied de précision. Il fallait voir la tête de Kyler Murray sur le banc de touche en fin de match. Ça en disait beaucoup. Comme j'ai dit, Arizona, il dominait, il menait de 15 points à l'entame du 4e quart-temps. Mais il y a 2 fumbles qui vont les tuer complètement. Le premier fumble, ça n'a aucun sens. C'est un snap du centre beaucoup trop haut. Ça atterrit dans la tête de Kyler Murray. Ok, on va dire que Kyler Murray n'est pas très grand, 1m80. Mais bon, quand même, le centre et Kyler Murray, ça fait des années qu'ils bossent ensemble. Donc là, c'était incompréhensible. Et donc, suite à ça, les Titans récupéraient le ballon, ils remontaient en 4 ou 5 jeux et ils scoraient leur premier touchdown. Mais le deuxième touchdown, le deuxième fumble qui provoque un touchdown, c'est du n'importe quoi. Un lancer de Ward qui est dévié par un défenseur, puis intercepté par un autre.
Et en tombant, en fait, le défenseur des Cardinals, il échappe le ballon. On ne sait pas comment. Gros cafouillage. Et c'est Tyler Lockett, en fait, qui aplatit le ballon dans l'embut, tel un rugbyman. Et avec ça, les Titans parviennent à revenir très près au score. Les Cardinals ne font rien sur la dernière possession, rendent le ballon aux Titans qui réussissent à remonter suffisamment pour ensuite placer le kicker, le buteur, à une position, à une distance faisable. Et ils passent le field goal. Donc première victoire pour les Titans, mais surtout cette défaite, je pense qu'elle va faire beaucoup de mal aux Cardinals parce que là, comme j'ai dit, c'est eux qui ont perdu le match. Ils se sont tirés tout seuls une balle dans le pied. Donc, à mon avis, cette semaine, ça va être un peu compliqué dans l'Arizona. Passons à l'affiche de la semaine. Alors, j'en avais plusieurs, je sais pas, j'ai vraiment décidé au dernier moment. Et j'ai décidé de parler de Philadelphie contre Denver. Tout simplement parce que Denver faisait tomber le champion. Alors, Denver, c'est une très bonne équipe, hein. Très très bonne équipe. Ils ont 2 défaites certes, mais ils étaient très malchanceux sur leurs 2 défaites. Ils perdaient à chaque fois sur des field goals à la dernière seconde. Et là, Denver, ils se reprennent de la plus belle des façons en allant battre le champion en titre, qui était d'ailleurs invaincu depuis 10 matchs, 2024 et début de saison 2025. Et en plus chez eux, dans leur propre stade de Lincoln Financial Field de Philadelphie. Donc, superbe performance. D'autant plus que en début de 4e quart-temps, avec 15 minutes à jouer, Philadelphie menait 17-3. Les Broncos étaient détachés, sauf qu'ils allaient ensuite produire une superbe fin de match. Ils allaient inscrire 18 points d'affilée pour faire tomber des Eagles qui jusqu'à présent, ils semblaient imprenables. Chapeau bas d'ailleurs à l'entraîneur Sean Payton, le coach, qui avait un appel de jeu, certains diront téméraire, d'autres diront courageux, avec cette tentative de conversion de touchdown à 2 points. Alors qu'il aurait pu très bien jouer prudent, il aurait pu tenter le coup de pied de conversion, ça aurait fait 17 partout. Non, lui il tentait la conversion à 2 points. Et ça passe, Bonix il trouve Franklin, et de suite, Denver il passe devant 18-17, la pression est sur les Eagles, ils arrivent à rien faire. Après, on se pose la question, est-ce que c'est un coup de génie de Sean Payton, ou plutôt, est-ce qu'il avait peur que la tentative de conversion, dans le coup de pied, soit bloquée par l'unité spéciale de Philadelphie? Rappelons-nous, cette même unité spéciale, il y a 2 semaines, ils avaient bloqué 2 field goals des Rams sur cette même pelouse. Bref, peu importe, car au final, les Eagles, ils n'avaient pas marqué de points, et donc Denver allait remporter la victoire. D'ailleurs, les Eagles, semaine compliquée, parce que les sorties médiatiques des 2 receveurs stars, A.J. Brown et Davonta Smith, les 2, ils se plaignaient de la même chose. Un trop petit nombre de ballons qui étaient lancés à leur direction. Est-ce que ces déclarations ont pesé? On peut se le demander car dimanche, la stratégie offensive était différente. 38 passes de tentées et seulement 11 courses. C'est bizarre parce que connaissant la puissance du jeu au sol avec Barkley, Jalen Hurts, le penchant de cette équipe à jouer au sol aussi. Et après, avec une telle ligne offensive aussi, c'est normal. Mais ce changement de stratégie, c'est vraiment bizarre et à mon avis, c'est ce qui a coûté le match au champion en titre. Mais en tout cas, on va pas enlever le mérite aux Broncos qui avec cette victoire, ils tapent du poing sur la table et surtout ils se replacent dans leur division, la FC West, qui est super compétitive. Hein. N'oublions pas qu'il y a les Chargers et les Kansas City Chiefs. Donc, superbe opération pour les Broncos. C'est l'heure de la palette. Et aujourd'hui, on va parler d'une action que peut-être vous connaissez, je vais vous dire le nom. Le Wildcat. Ça vous dit quelque chose? Non? Eh bien, regardez. Le Wildcat, qu'est-ce que c'est? Regardons la définition. En fait, le Wildcat est une formation, c'est une stratégie offensive où tout semble normal, sauf que, à la place du quarterback, ce n'est pas un quarterback, c'est un autre joueur. Okay, c'est ce qu'on appelle un trick play, une action offensive en fait pour tromper la défense. Et on en a vu un parfait exemple lors du match entre les Vikings et les Browns ce dimanche à Londres. Ok, donc regardez l'action, vous la voyez à l'écran. Ok, voilà, on voit le numéro 31, il fait la passe
touchdown de Josh Oliver, le quarterback. Ok, donc revenons un peu en arrière. Revenons d'ailleurs à la formation, tout d'abord. Alors, le joueur qui est en position de quarterback, et donc c'est le numéro 31, c'est en fait Cam Akers, et c'est un running back, c'est un coureur. Ok. Après, pour la petite anecdote, pardon, Cam Akers, il a de l'expérience en tant que quarterback, puisque au lycée, il était quarterback, un vrai dual threat, vous savez, un quarterback double menace, très fort au sol et doué dans les passes, dans le jeu aérien également. Et Cam Akers, il va utiliser son passé, même s'il y a quand même quelques années, depuis qu'il a quitté le lycée, il va utiliser son expérience en tant que quarterback, et en fait ça va complètement dérouter la défense parce que il s'attendait pas à une passe, je pense, au vu de la position de la ligne offensive également. Vous voyez, ils ont tous la main au sol, et quand ils ont la main au sol, si on regarde sous un autre angle, en général, s'ils ont la main au sol, vous voyez, certains ont le bras au sol. Ça veut dire très souvent, c'est parce qu'en fait, là, le jeu appelé va être une course. D'accord? Parce que c'est plus facile comme ça, en fait, de bloquer les défenseurs adverses. Ok? Et on le voit sous cet angle-là, Cam Akers. Donc, il est entre 3 et 5 yards derrière le centre. On appelle ça la position pistol. C'est comme un pistolet, parce que c'est la distance, ça s'appelle comme ça. En fait, la distance entre le centre et le quarterback. Ok? Si c'est au-dessus de 7 yards, si c'est 7, 8, 9 yards, on appelle ça le shotgun, comme fusil à pompe. D'accord? Donc, vous voyez, hop, ok, la passe de Akers, superbe. Regardons ce que font les joueurs de la ligne offensive. Les joueurs de la ligne offensive, en fait, ils vont tous faire le même mouvement. Ils vont tous partir un peu sur la droite, sauf un joueur ou deux. Il y a aussi les Titans, si on regarde la formation. Regardons sous un autre angle. Donc, on a les 5 de l'offensive. À gauche, à notre gauche, on a les deux Titans. Le 87, c'est Hawkinson. Le 84, c'est Oliver qui va être à la réception. À notre droite, on voit 2 receveurs. Il y en a un troisième, ok? Alors, les receveurs, il y a Jalen Naylor, il y a Justin Jefferson, bien sûr, et l'autre, c'est Adam Thielen, ok? Vous voyez qu'il n'y a pas d'autres coureurs, il n'y a que le 31, Cam Akers, et c'est pour ça. La défense, je pense qu'ils s'attendent à une course. Vous voyez comment ils se placent? Ils sont très hauts, ils sont très très hauts. Il y a aucune couverture. Regardez sous l'autre angle, vous voyez? Il y a aucune couverture. Ils s'attendent à une course. Ils sont complètement trompés par cette action des Vikings, et qui est vraiment performé à la perfection. Le bloc de la ligne offensive est très bon. Vous voyez que Hawkinson, aussi le Titan sur notre gauche, il va venir lui bloquer le défenseur. Vous voyez, il le pousse. Oliver, personne sur lui, complètement seul. Superbe action, superbe touchdown. Oh là 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 là, terrible. Ce week-end a été terrible. J'ai mes notes là, 1 sur 5. C'est terrible. Merci à Tampa Bay, donc, d'avoir gagné en toute fin de match à Seattle. Vous m'avez sauvé d'un 0 sur 5 qui aurait été honteux. Mais voilà, 1 sur 5, bon, ça arrive. On va essayer de se rattraper cette semaine, ou en fin de semaine prochaine, on va dire. Voici mes 5 pronos pour la semaine 6. Commençons donc. Il y a un match jeudi soir entre les New York Giants et Philadelphie. Philadelphie est favori avec 7,5 points d'écart. Je vois Philadelphie gagner. Je les vois se reprendre après leur défaite surprise à domicile. Jackson Dart a eu beaucoup de mal face à la défense du New Orleans. Je vois pas comment il peut se rattraper devant une défense aussi féroce que celle de Philadelphie et de son gourou défensif Vic Fangio. Mon deuxième match, ça va être Pittsburgh contre Cleveland pour un derby de l'AFC Nord. Et Pittsburgh est heureux ce week-end. Je les vois battre Cleveland, 4,5 points d'écart. Oui, monsieur, ils vont gagner avec plus de points que ça. Donnez-moi les Steelers. Ensuite, Baltimore contre les Rams. Alors là, Baltimore est au fond du seau. Beaucoup de blessés. La liste de blessés est interminable.
Après les Rams, 8,5 points d'écart, ça me semble beaucoup. Surtout que les Rams, on voit qu'ils gagnent des matchs, ils jouent bien. Bon, ils jouent bien, on peut discuter de ça, mais ils gagnent des matchs, mais c'est souvent plus serré que ça. Donc je les vois pas, je les vois gagner, mais je les vois pas gagner avec 8 points et demi d'écart. Donc donnez-moi Baltimore. Le match suivant, Jacksonville contre Seattle. Jacksonville est favori, il joue à domicile, il joue bien, 1,5 points d'écart, mais non, donnez-moi Seattle, donnez-moi Sam Darnold. Ils ont perdu de peu contre la très bonne équipe de Tampa Bay, je vois Seattle se reprendre. Surtout qu'il faut qu'ils gagnent là. Leur division, San Francisco est meilleur que prévu, donc Seattle doit absolument gagner. Le dernier match, un match de, bon, je vais pas dire un match de loser, ça serait méchant, mais j'ai un match, on va dire, d'équipe modeste. Las Vegas Raiders contre Tennessee Titans. Les Raiders sont favoris avec 4,5 points d'avance, mais je vois Tennessee. Alors, je dis pas que Tennessee va gagner un deuxième match de suite, ça serait peut-être beaucoup, mais je vois peut-être Las Vegas gagner ou Tennessee perdre par moins de 4,5 points. Peut-être ils vont perdre sur un field goal, quelque chose comme ça, ou Las Vegas va gagner, je sais pas. Mais peut-être pas 4,5 points d'écart pour Las Vegas. Waouh! On a eu un superbe week-end en football universitaire. Alors ok, il n'y a pas eu autant d'affiches que le week-end dernier. Par contre, on a eu des gros matchs et une énorme surprise. On va commencer par cette énorme surprise. Personne ne l'a vu venir. Penn State, les Nittany Lions, un des favoris au titre national en fin de saison. Ils avaient perdu le week-end dernier à Oregon. Ils perdent ce samedi à UCLA en Californie. Une défaite honteuse pour James Franklin et son équipe, parce que là, ils sont passés complètement à côté du match. D'ailleurs, c'est la première fois en 40 ans qu'une équipe du top 10 perd contre une équipe qui était sur une série de 4 défaites consécutives. UCLA, ils avaient viré l'entraîneur, ils avaient viré la plupart du staff, ils étaient sur 4 défaites consécutives, ils prenaient rouste après rouste, et là, d'un coup, ils se réveillent et ils battent une des toutes meilleures équipes universitaires. Là, Penn State, ils sont dans de sales draps. Là, ils vont descendre, ils vont dégringoler au classement. Et cette défaite, c'est peut-être celle qui va devoir leur faire dire adieu à leur rêve de playoff. En SEC, la Southeastern Conference, la meilleure conférence pour beaucoup, il y avait un choc. 2 universités légendaires, Florida Gators, Texas Longhorns. Un peu comme Penn State, Texas, souvenez-vous, en début de saison, c'était un des grands favoris à la SEC et au championnat national. Et beaucoup de buzz autour de leur jeune quarterback, Arch Manning. Vous comprenez pourquoi? Le nom de famille, ça vous rappelle quelque chose? Ou quelqu'un? Oui, Arch Manning, petit-fils de Archie Manning, neveu de Eli et Peyton Manning. Bref, un super joueur qui venait du lycée, c'est sa 3e année universitaire, sauf que beaucoup du buzz, beaucoup de son potentiel s'est basé plus sur son nom de famille que sur ses performances actuelles, parce que sur le terrain, là, c'est pas encore ça. Pour les Gators, eux, ils ont gagné contre toute attente, parce qu'ils ont fait un début de saison catastrophique, mais samedi, grâce à une énorme défense à nouveau, mais enfin une attaque productive, leur quarterback DJ Lagway il a retrouvé son niveau. Et là, ils n'ont pas fait de détails, ils ont gagné 29-21, mais c'était une victoire largement méritée pour les Gators. Alors que là, pour les Longhorns, le reste de la saison s'annonce compliqué. 2e défaite en 5 matchs. Ah, ok, il reste beaucoup de matchs encore, hein, mais la semaine prochaine, le derby, le Red River Derby contre Oklahoma, ça s'annonce très compliqué pour eux, et ils savent très bien que la prochaine défaite, ils sont cuits, c'est fini. Ils peuvent plus accéder à la finale de conférence SEC, et les playoffs, c'est adieu, quoi, c'est fini. Une autre belle rencontre de SEC, c'était entre Alabama et Vanderbilt,
les surprenants joueurs de Vanderbilt, les Commodores. Alors, souvenez-vous, Alabama, l'an dernier, à Vanderbilt, ils perdaient contre Vanderbilt. C'était leur première défaite en, je sais pas, peut-être 15 ans ou 20 ans. Contre Vanderbilt. Et là, samedi, ils ont pris leur revanche. Là, si on regarde l'écart, le score, on pense que Alabama a écrasé Vanderbilt. Non, pas du tout. Ils ont marqué un touchdown dans les toutes dernières secondes, mais le score, la différence entre les deux équipes était beaucoup plus serrée que ce que le score n'en dit. Vanderbilt a très bien joué. Alabama encore mieux, même s'ils ont souffert, ils ont eu un peu de mal, on va dire, à convertir leur domination. Vanderbilt toujours avec ce football très très agressif, très intense, ils ne lâchent rien. On dirait les Irlandais au rugby, c'est pareil. Ils ont bousculé Alabama, mais au final, logiquement, Alabama s'impose. Plusieurs conclusions sur ce match. Vanderbilt, ça reste une équipe très très difficile à battre. Alors attention à Vanderbilt, ok. Il pourrait être présent en fin de saison. Et après, Alabama prouve une nouvelle fois qu'ils sont la meilleure équipe de la SEC et peut-être parmi les grands favoris au titre de championnat national, même s'ils sont encore peut-être un peu en dessous de Ohio State et Oregon. Il y avait un derby de Floride entre Florida State et Miami, derby de Floride et derby de la conférence ACC. Et on a vu une autre équipe qui est impressionnante depuis le début de saison, c'est Miami, les Hurricanes. Ils se sont imposés dans ce derby sans problème. Le score a été assez large. Florida State a réussi à revenir au score en fin de match, mais on a vu sur le terrain que Miami était bien meilleur. Un super quarterback, Carson Beck, des super receveurs avec CJ Daniels, Malachi Tooney, superbe dans les tranchées et un superbe défenseur, Baines. Retenez ce nom parce que lui, une fois qu'il va arriver à la NFL, ça va faire mal. Terminons avec la petite note Bill Belichick. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui. Ça sent le roussi pour lui. 3 défaites en 5 matchs. Et les 3 défaites par 25, 28 et 35 points d'écart. Leurs 2 victoires contre des équipes mineures. Ce samedi contre Clemson, ils jouent à domicile. Ils perdaient à la fin du premier quart-temps 28-3. Après 15 minutes de jeu. C'est invraisemblable. Incroyable pour une équipe coachée par Bill Belichick. Quel est le problème alors? Le problème, c'est que Belichick et son ami de toujours, là, Michael Lombardi, qui est devenu manager général des Tar Heels de North Carolina, ils ont assemblé un pauvre effectif. Là, l'effectif est pauvre, il n'y a pas beaucoup de qualité, il n'y a aucune logique dans le recrutement qu'ils ont fait, ni la construction de l'effectif. Après, est-ce que le style de coaching de Belichick marche en NCAA avec des jeunes étudiants qui sont en pleine formation? Clairement, ça ne marche pas. Ou alors là, depuis le début de saison, ça ne marche pas. Mais ils n'ont pas commencé à jouer au football là au mois d'août. Ça fait depuis le mois de janvier-février qu'ils s'entraînent. Ça ne prend pas. On voit que c'est pas une équipe qui est unie. Il y a beaucoup de turnover parce que les joueurs ils sont pas au niveau. On voit que Belichick il tâtonne au poste de quarterback, c'est entre Gio Lopez et l'autre là, Johnson, mais aucun des deux marche. Donc voilà. Donc on va dire que les féroces critiques de Bill Belichick qui attribuent son succès de toujours à une personne, à Tom Brady. Et eux, je peux vous dire que ils ont encore beaucoup à dire. Les critiques sur Belichick ne sont pas finies. Et bon, est-ce que Belichick va tenir jusqu'à la fin de saison? Est-ce qu'il va tenir une saison supplémentaire? Pas sûr, hein. Pas sûr. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent que il pourrait prendre la sortie plus tôt que prévu.